Durant longtemps, j'ai applaudi mes stars, avec le secret désir un jour de faire de la scène. J'ai donné vie à mes émotions pour dire mes espoirs, écrire mes amours et partant exprimer mes peines. Comme l'immense James Kokobi, j'ai sculpté patience, persévérance, différence, silence et mots. J'ai chevauché des nuits couchées entre ondes des jours, Carrefour Samaki, latérité Zakwato. J'ai écorché le soleil pour donner corps à mes rêves de poète. Franchement, est-ce que j'en suis un? Est-ce qu'il suffit d'avoir une belle plume et ou d'être un tribun? Alors quand le doute tourbillonne dans ma tête, j'ai cette folle envie de rupture. Le souffle porté par Lumumba. Je suis habité par un fort désir de révolution, le poing levé vers Sankara. Et je regarde l'avenir avec la noble vision d'un Nkrumah. Cependant, il me faut une armée de compétences, armée de sciences Skodan et marcher dans les pas de Cheikh Anta. Et des salines dans mon sang, je mets des aliens. On a tellement de combats et tellement de liens qui nous enchaînent. Et dans le cœur, Winnie Mandela. Je veux faire de la scène. Je veux juste faire de la scène et je veux rester zen. Mais je suis Bijo, slammer, membre fondateur du collectif Fondant Slam et aujourd'hui président de la Fédération ivoirienne de slam poésie. Alors moi j'ai baigné dans un univers très musical, très gosse déjà, avec mes grandes sœurs, mes oncles, mes tantes, beaucoup de variétés musicales françaises, hein, Mike Brand, Jodassin, Sardou, Cabrel, voilà. Et puis bon, évidemment de la musique afro, hein, avec Sonny Okuson, Fela, Rochereau, Franco. Vraiment, c'était une ambiance musicale à la maison tout le temps, quoi. Et surtout les chansons à texte, comme les Nana Mouskouri, Brian. Et puis, on grandit avec, on tombe dans l'époque de... On part du disco au funky, on tombe dans la période de breakdance. Et puis le rap arrive, mais c'est du hard, vous avez Africa Bambaataa, c'est vraiment du rythme, de la revendication. Et puis, on grandit avec. Et puis, il se trouve qu'autour des années 98, il y a un texte qui me parle énormément. C'est Annie Love de LL Cool J. Et puis, il y a son autre avec MC Hammer et Fascineur. J'étais assez langoureux. Je me suis dit, moi, si je dois faire du rap, c'est dans ce style-là. Et puis, je ne sais pas comment j'arrive. Je ne suis pas dans la date exactement. Comme dirait l'autre, il faut éviter le fétichisme des dates. Donc, je continue. Et puis, j'ai la chance d'avoir le bac à l'UC Technique. Je rentre à l'INSET, c'est qui est devenu aujourd'hui l'INH, Yamseko. Et puis là-bas, voilà, on a connu une petite période qu'on appelait l'année blanche, mais qui a été sauvée après en 90. Mais c'est là que commencent mes premiers essais d'écriture. Et puis après, il y a des films. C'est justement un film qui déclenche en moi cette volonté d'écrire là. Malheureusement, j'ai plus le titre parce que les week-ends, on allait à l'amphithéâtre, il y avait une projection de films, 2 films tous les week-ends. Et puis je pense que moi, mon déclencheur, c'était un film. Mais malheureusement, j'ai du mal à me restituer le film en question. C'est Entre une nuit avec mon ennemi à Sea of Love. Mais il se passe une scène assez formidable, c'est qu'il y a une jeune dame qui rencontre un monsieur milliardaire, mais très âgé. Ils ont une relation. Et il se retrouve en bordure de la résidence, c'était en bordure de mer, la résidence du monsieur. Et il lui dit une phrase fantastique qui m'a bouleversé, c'est assez simple. Hein. Que j'étais assez jeune à l'époque, pour moi qui jouais les dieux, les caïds à l'époque, il dit une phrase, il dit « Je sais, mais ouvre-moi grand les portes de ton cœur ». Mais j'ai trouvé ça magnifique, surtout dans l'espace dans lequel ils étaient. Et puis, quand je retourne, on avait un rituel, mes amis et moi, justement, à la fin des films, on part en ville, voilà, s'amuser. Et puis moi, j'ai dit à mes amis, moi, je reviens. Donc, je pars en chambre, j'écris cette phrase. En fait, après, le reste suit. On a connu les 6 mois d'année blanche, là. Et puis, moi, après ça a commencé, j'ai commencé à écrire. Et je m'amusais, entre amis, à dire mes textes. Mais moi, je n'avais pas encore la notion du slam. Pour moi, c'était des 10. Donc, justement, mes premiers textes, c'était du rap et de la chanson. Et puis, c'est ce que j'appelle pour moi la période amateur, hein, qui part donc de mes années d'étudiant jusqu'à ce que je trouve de l'emploi.
jusqu'à ce que je mette en place. Mais je continue d'écrire, écrire des tests entre amis, dire des tests. On m'appelait pour quelques événements, ce qu'on appelait les découvertes, les jeux d'invisibilité. Voilà, je venais dire des tests, tout ça. Et puis, à un moment donné de ma vie, quand je finis, à un moment donné, je dis j'en peux plus parce que je vais passer une période de ma vie. Je décide en 2011, comme ça, de ne plus être un salarié. Je décide voilà, de franchir le pas d'être slameur professionnel. Voilà, donc j'abandonne tout ce qui est emploi salarié. Donc je deviens vraiment. Donc c'est les deux étapes. Une étape que je considère l'étape d'amateur comme un boxeur. Voilà, il y a l'étape d'amateur où voilà, on fait des choses. Et puis après, à partir de 2011, c'est l'étape professionnelle où je m'engage pleinement, à plein temps, à 10 mes tests. Voilà à peu près mon parcours. Voilà. Mais je n'ai pas une date vraiment où je rencontre vraiment le slam, où je dis ça, c'est lui qui m'a bouleversé. Par contre, j'ai rencontré un film slam, qui a été coécrit par l'un des meilleurs slameurs au monde, il s'appelle Saul Williams, l'américain. Parce qu'il faut savoir que le slam naît aux États-Unis en début des années 80, 83, 84 avec un monsieur, Mark Kelly Smith, qui en est l'initiateur. Et aux États-Unis, il y a quelqu'un, Saul Williams, qui remporte tellement de tournois, parce qu'il faut le noter pour ceux qui ne savent pas que le slam, c'est d'abord de la compétition de poésie. Ce n'est pas de la musique. Et donc, le monsieur il remporte tellement de trophées, il y a des journalistes qui le rapprochent, et donc ils coécrivent un film, justement, de slam, tout court, et qui remporte justement en 98 au Festival de Cannes un prix, la Caméra d'Or, qui consacre le premier film d'un réalisateur. Puis voilà, après il y a la bombe des grands comme Malade qui vient, il y a Abdel Malik, mais ce sont pas, j'ai du mal à mettre une date sur ma rencontre avec l'islam. Parce que moi j'ai commencé peut-être bien avant qu'il sorte, mais voilà, c'est à peu près ça mon parcours, quoi. Alors moi, je n'ai pas de thème de présélection. Moi, je peux parler d'un cheveu, je peux écrire sur une bouteille, je peux écrire sur notre rencontre de ce soir, voilà, de ce jour. Moi, je pense que j'ai du mal avec le mot inspiration. Je pense que c'est une volonté manifeste d'écrire, de porter sa voix sûre. Sous non-inspiration, on va attendre des milliers d'années. Dieu, il a le temps de visiter 7 milliards de personnes avant que ça n'arrive à vous. Moi, je vous rencontre à la suite d'une conversation. Il y a un mot, une phrase qui me parle. Voilà tout de suite. Peut-être que vous ne le sentez pas. J'ai toujours un calepin et un stylo moi, c'est un peu l'ancienne, dans mon sac. Et je commence à noter les premières phrases. Après, on travaille comme un bijoutier. Hein. On a la matière brute, après on taille, on cherche le bijou en question. Moi, voilà, j'écris sur tout. Voilà. Pourvu que le fait me parle, ou bien je regarde un film, mais je lis beaucoup d'ouvrages. Voilà. Et puis, bon, peut-être dans le fait, il y a quelque chose qui me parle, puis j'écris. Bon, je n'attends pas que quelque chose me vienne à l'esprit tout de suite. Non, non, c'est une volonté manifeste de porter ma voix sûre. Ça peut être politique, ça peut être, comme je dis, un cheveu, ça peut être un micro, ça peut être une belle dame, ça peut être un monsieur d'une certaine corpulence. Voilà, moi, je n'ai pas de thème de prédilection comme ça. Alors moi, je vous l'ai dit, mon parcours, moi, j'ai grandi dans une famille où on mangeait ensemble, on dormait ensemble, voilà, on faisait tout ensemble. Donc, j'ai grandi dans la collectivité. Et je le dis toujours à mes amis, c'est dans la collectivité que se trace le dessin des individualités. Quand on crée le collectif, quand on a cette volonté commune de créer le collectif au nom de l'islam, bon, faut dire, par le passé, moi, j'ai été au Rotarac, donc vous savez tout ce qui est regroupement. J'ai été à la Jeune Chambre internationale, donc j'aime tout ce qui est, voilà, tout ce qui est regroupement, tout ce qui est communauté. Et puis quand on crée le collectif, je me dis, dans l'élan, il y a des clubs qui se créent, donc il faut les fédérer après. Donc, pour avoir une voix forte. Voilà, au lieu de rester là, isolé, amener les activités, ils passent comme ça. Et donc, on décide, il y a quelques années, de se mettre ensemble. Et mes jeunes camarades ont décidé de me porter à la tête de la fédération. Voilà, je leur dois ça déjà. Et puis bon, voilà, on continue l'aventure ensemble. Il y a des clubs qui se créent déjà, que nous encourageons à se structurer. Il y a un travail formidable qui est fait par le Code des poètes, avec sa tête Néonou. Donc il y a une sorte d'implantation de clubs
satellites, et il y a des clubs indépendants comme celui de Port-Boué. Je salue le président Curtis Le Griot et toute son équipe, qui ont d'ailleurs un festival aussi. Et puis bon, il y a Koumansi qui se crée, il y a Bobo, il y a Yopougon. Le but, c'est d'étendre le slam sur l'ensemble du territoire national. Il y a Msoko, Daloa, Sobré, Boaki, ça existe déjà, le code de Poète. On va aller à Kogo, à Kachola. Voilà, donc l'objectif premier, c'est d'étendre. Après, faire de la formation, parce que c'est important de connaître l'histoire, l'évolution de l'art qu'on pratique. Beaucoup d'ateliers avec les jeunes. Et puis, voilà, un fait important, c'est de se structurer et de chercher des fonds pour que ces clubs-là aient un minimum pour pouvoir mener leur activité. C'est cela, en fait. Alors déjà, il faut saluer le ministère de la Culture et de la Francophonie avec à sa tête Mme Françoise Rimac, qui a alloué en 2024 une subvention à la fédération. Donc la fédération a pour tâche donc de soutenir les différentes activités des différents clubs. Donc nous, par votre voix, vraiment remercier Madame la ministre. Et nous l'avons dit, nous c'est de susciter la création des clubs. Notre but, ce n'est pas de rentrer en conflit avec les différents clubs qui ont déjà des activités. Le collectif Au nom de l'Islam a son festival, l'école des poètes a son festival, a ses actions, le club de Port-Boué, les slameurs et poètes de Port-Boué ont leur activité. Il serait malsain que la fédération organise encore une activité de ce style-là. Nous, c'est de soutenir les activités, justement, et faire de la formation. Je pense que créer un cadre de formation pour nous, susciter la création de ces clubs-là. Et puis, soutenir nos amis qui partent en compétition internationale. Vous savez, à titre de rappel, la Côte d'Ivoire est championne du monde de slam depuis mai 2024 à Paris. Il y a une Coupe du Monde qui est là depuis plus de 20 ans. Et donc, cette année, la Côte d'Ivoire a remporté le trophée mondial. Et donc, c'est de soutenir toutes ces petites actions-là, nos compétiteurs qui partent en tournois internationaux. Voilà. Il y a tout ça, de chercher les fonds pour les accompagner et compagnie. Non, donc, le but, ce n'est pas d'être en conflit avec les clubs, encourager leur activité, structurer l'ensemble des clubs, aider à structurer l'ensemble des clubs. Et puis, on va licencier les différents slameurs. Ça, c'est un projet. On a déjà fait un recensement. Nous sommes à plus de... on avoisine maintenant les 300 à peu près slameurs actifs. Donc, on va chercher à licencier ces slameurs-là pour avoir de la reconnaissance. Voilà. Déjà, il faut dire qu'on vient de loin. On vient de loin. Imaginez-vous qu'on faisait nos premières scènes à Trècheville avec deux personnes identifiées, le professeur Wafime, le professeur Tisler à l'université Félix Houphouët-Boigny, et un journaliste culturel, DJ Pirate. Voilà, donc il y a un cheminement, il y a vraiment tout le sérieux qu'on a mis à s'organiser. Je comprends que vu de loin, si je suis là, c'est parce qu'il y a un engouement aujourd'hui qui fait qu'on est sollicité par-ci et par-là. On a eu même en 2018 le 3e prix d'excellence de la présidence de la République. On est aujourd'hui sollicité. Il n'y a pas d'événement majeur en Côte d'Ivoire sans qu'il y ait un slameur. Au jeu de la francophonie, c'est nous qui avons écrit le texte inaugural au Safo-Boigny des Jeux de la francophonie. Plusieurs slameurs vont en performance devant les plus hautes autorités de l'État de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il y a un engouement certain. Pour la petite histoire, avant de revenir sur ce petit, parce que il faut le dire, on a eu même des refus de télé, hein, on a eu voilà, et ça, c'est une longue marche. Et malheureusement, il y a certains de nos amis qui se sont découragés en cours de chemin, mais on va remercier tous ceux qui ont soutenu la presse écrite surtout, avant qu'on ne passe sur les radios et les télés, c'était pas aisé pour nous. Mais on a cru aujourd'hui. On a pu, l'islam existe aujourd'hui, mais le plus important, c'est qu'on a pu mettre des visages sur l'islam en Côte d'Ivoire, ce qui n'existait pas.
Ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous pouvez dire Ami, vous pouvez dire Kacha, vous pouvez dire Neoulou, vous pouvez dire Placide, vous pouvez dire Bidjo, vous pouvez dire Curtis. Il y a des visages sur l'islam aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et à un moment, on était plus connus à l'extérieur qu'à Abidjan même. Mais bon, aujourd'hui, grâce au travail des uns et des autres, et de façon collective et de façon individuelle, il y a un travail qui est fait. Moi, je crois, si il y a un fort engouement médiatique aujourd'hui, il y a un fort engouement des jeunes, et puis il y a l'implication, ça il faut le dire honnêtement, aujourd'hui il y a l'implication du ministère de la Culture et de la Francophonie. On est en partenariat avec le CENAC, le Centre national des arts et de la culture. On fait partie des fêtiers importantes en Côte d'Ivoire, et il y a une considération, hein, il y a du respect pour tout ce qu'on a pu accomplir. Et puis, tous ces jeunes-là, quoi? On est convaincu que les nombres que j'ai cités, je dis, on approche les 300, ils ne vont pas tous faire carrière, ça, on est convaincu. On est convaincu. Mais ceux qui veulent en vivre, comme nous, là, c'est faisable. Voilà. Moi, je prends toujours l'image, moi j'étais en entreprise, je prends toujours l'image du directeur et de l'ouvrier. Au milieu, vous avez l'agent de maîtrise, là, le cadre. Mais parfois, le directeur, il vient demander l'argent à l'ouvrier. Le gars qui a le million, là, il vient demander l'argent à l'ouvrier et il va trouver le prétexte. Ah, Dieu, donne-moi 10 000, là, je vais payer mon carburant, je rentre demain. Mais en réalité, le gars n'a plus rien. Il est à court de fonds. Tu vois, c'est ça. Donc, je prends dans les arts, c'est structuré comme ça. C'est structuré comme ça. Il y a des gens qui vont avoir de la renommée, de la notoriété, de l'argent qui suit. Et puis, il y a des gens qui le font, mais qui seront peut-être encore au bas de l'échelle. Mais à force de travail, de persévérance, vont monter. Il y a le gars qui part ouvrier, qui devient agent de maîtrise, après cadre. Tu vois. Donc, c'est chacun dans sa progression. Et moi, je suis convaincu que si on est constant, fréquent, là où les gens nous attendent beaucoup plus, parce qu'on fait tellement de scènes, on a très peu de production musicale. Peut-être c'est cela le déclic. On a très peu, et puis je le disais avec l'un de vos confrères, on n'a pas d'hommes de médias. On a des amis à la presse qui écrivent de temps à autre, mais le Zouglou a eu ses hommes comme Aboké, il y a le hip-hop, le rap a eu ses hommes, le reggae a eu ses hommes de médias. C'est ce qui peut-être manque au slam, et puis de la production. À notre charge, c'est la production. Il faudrait qu'on fasse beaucoup de production discographique. Et il y a Néounou qui vient de sortir, il y a Ami qui a ses tests, il y a le collectif qui sort bientôt. Il faut dire qu'on a déjà fait sortir un album en 2015, mais qui est passé inaperçu. Même si ça se vendait dans les bacs, ça a même disparu dans les bacs. Là, on refait sortir peut-être 11 ans après un autre album. Donc, il faudrait faut copier ce qui a marché ailleurs. Les coupés décalés le faisaient chaque mois. Ça, je le dis à mes jeunes. Si on a la possibilité de faire sortir un single chaque mois, faisons, inondons le marché. Parce que c'est là où les gens nous entendent beaucoup plus, de la production musicale. Parce que c'est un art vivant, quoi qu'on dise, le slam. Donc, nous, on est plus à l'aise sur la scène, sur le live, quoi. Donc, voilà, je crois que ce tas-là va compte déjà, hein, mais va compter un peu plus dans l'univers musical, dans l'univers culturel, je vais dire ça comme ça pour être plus global, dans l'univers culturel en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai foi qu'un slammer fera un jour la 4000 places, pourquoi pas le parc d'exposition. Voilà. Puisqu'on va dans les plus grands festivals au monde. Hein, voilà. Donc, on peut le faire. Il faut y croire. Et puis, il faut avoir des gens comme vous pour soutenir. Voilà. Et puis, ce qui manque, ça, c'est un appel à tous ceux qui ont peu d'argent. Là, se soutient aussi par les mécènes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des personnes qui, quand on filme les scènes, ah, vous êtes bien, vous écrivez bien, vous avez la percussion, tout. Mais après, ils pensent à grosse voiture, il est parti. Tu vois. Donc, si ceux qui ont peu d'argent peuvent croire en Placide, peuvent croire à Ami, et puis un financement, un album très structuré, c'est parti. Grand Corps Malade, il a fait la scène à Saint-Denis. Hein, pour le slammer le plus connu dans la zone francophone, il a commencé par la scène. Et puis après, un label, c'est parti. Midi 20, son premier album, ça cartonne. Voilà, il faut sentir le truc. Il faut avoir du flair. Je pense que les gens préfèrent construire des immeubles qui vont rentabiliser dans 100 ans que de produire dans un album qui te rapporte l'argent. Le retour sur investissement est plus rapide. Et puis, il faut avoir juste la justesse de la stratégie. Voilà. Alors, la première chose, le slam ne fera pas devenir star. Moi, je continue de marcher là. Personne ne me connaît.
C'est ceux qui viennent à un spectacle. Ah, Bidjo, tu vois le truc. Si vous attendez tout de suite, si vous voulez tout de suite cuit, là, ne faites pas d'islam, ce n'est pas pour vous. L'islam vous enseigne la persévérance, la résilience. Inscrivez-vous dans la durée. Dites-moi le slammer le plus connu qui est une star. Moi, je lui donne tout. Dis-moi le nom. Encore, il est connu, mais ce n'est pas une star. Il est connu. Moi, je suis allé dans des pays anglophones où on ne le connaît même pas. Même dans les pays francophones, on ne le connaît pas. Il y a des Français que je connais en Côte d'Ivoire qui ont entendu son nom ici. Il y a des Européens que j'ai rencontrés ici qui ont connu le slam en Côte d'Ivoire avec nous. Donc, n'attendez pas. Vous n'êtes pas dans une discipline qui fera de vous tout de suite une star. Vous pouvez être reconnu par votre talent, mais ayez de la patience. Vous pouvez en vivre, ça c'est un fait. Mais faites de vous du bling-bling. Regardez, moi je vais vous raconter une anecdote. Il y avait les Primud, il y avait le gala du Primud. Nous on construit notre équipe de foot. Et puis l'arbitre, il vient, il me voit, il me dit, ah mais dis à tes amis là d'enlever les boucles d'oreilles. Mais tout de suite, de facto, là, je lui dis, on ne porte pas de boucle d'oreille. Il dit, ouais, mais vous êtes des artistes. Donc, non, ça, c'est juste anecdotique, toi, tu vois le truc. Mais je veux dire, à tous ces jeunes-là, celui qui veut faire carrière, qu'il soit patient. Qu'il soit patient, qu'il s'inscrive dans la durée et qu'il travaille énormément, qu'il ait de la culture. Parce que c'est important, on ne peut pas pratiquer un art, je l'ai dit, on ne peut pas pratiquer un art sans avoir la culture de ce tas-là, l'esprit de ce tas-là. Si vous voulez faire du coupé-décalé, il y a un esprit du coupé-décalé qu'il faut connaître. Vous avez vu, il y a Ozone qui nous dit, mais au slam, vous ne vous clashez pas. Il y a une discipline, c'est comme ça l'esprit du truc-là que vous avez. Vous ne pouvez pas faire ça. Ou vous êtes en marge. Vous mettez en marge. Il y a une conduite à faire. Il y a une conduite à avoir. Il y a un savoir-faire à avoir. Il y a un savoir-être à avoir. J'ai un savoir évidemment à avoir. Il faut avoir de la culture, il faut avoir de la conversation. Il faut avoir un certain nombre. L'histoire, comment ça évolue, que sont les têtes fortes, que sont les œuvres de ces gens-là. Il faut avoir de la culture. Quand vous avez ça, vous ne faites plus n'importe quoi. Vous n'êtes plus dans les raccourcis. Ouais, il faut accepter ça. Sinon, si vous voulez faire du tout de suite cuit, il y a des arts pour ça. C'est le conseil que je donne aux gens. Travailler, écouter les aînés, aller chercher, regarder des films, lisez des livres, aller à des spectacles de danse, de théâtre, aller au sport. Voilà, faites. Ça enrichit votre culture. Parce que si vous ne faites pas ça, comme vous dites, votre champ imaginaire sera limité. C'est ce conseil que je donne aux gens. Votre champ sera limité. Parce que vous allez avoir, l'esprit, il est comme ça, vous avez l'impression de tourner en rond. D'écrire les mêmes choses pratiquement. Moi, je vous dis, il peut rien sur un cheveu. La suite de notre conversation ici, pour moi, est un test. Pour moi, vous avez peut-être une question pertinente, je ne vous dirai pas. Mais quand je parle, ça peut être un sujet d'écriture. Voilà. Donc, il faut aller voir d'autres espaces, d'autres univers pour s'enrichir. Ça, c'est le conseil que je donne. Bon, on a l'avantage d'animer quelques ateliers et on donne, et ça sera le rôle de la fédération l'année prochaine, c'est de faire des formations de ce type-là. Voilà, assez d'humilité. Mais l'humilité ne fait pas la familiarité grossière. Il faut avoir des limites quand même. Mais il faut avoir de la culture. Moi, chez moi, pour la petite histoire, pour finir avec, je n'ai pas de télévision. Quand vous rentrez, vous allez emmerder, il n'y a qu'une bibliothèque. Assez de livres dedans. Bon, que je n'ai pas tout lu, évidemment. Je les lis progressivement. Mais c'est cela. Moi, je suis amoureux de quelqu'un qui a de la conversation, qu'à quelqu'un qui a de la culture, que quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent. Et puis après, qui est un vide à l'intérieur. Donc, travailler dans ce sens-là. Voilà, puis on avance. Moi, je suis convaincu que dans les 10 années, 15 années, on continuera de parler du slam parce que les jeunes ivoiriens sont très talentueux. Je vous invite à la finale de la 9e édition du championnat national qui se tient le vendredi 25 octobre au Goethe Institut à partir de 19 h. C'est gratuit d'ailleurs. Et vous allez voir les 6 finalistes là. 3 jeunes dames extraordinaires, 3 jeunes hommes. J'ai du mal. Et chez nous, c'est ce qu'on appelle le Slam Master. C'est celui qui présente la compétition de slam, Medicine Slam. Et je suis le Slam Master. Moi, j'ai des pincements au cœur pour ceux qui sortent, la compète, tout ça.
Mais venez, ça c'est un spectacle. Ça, c'est un spectacle. Je suis convaincu que vous allez inviter le champion, mais les 3 premiers ici pour l'émission. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et puis, bon, voilà. C'est Coco, Titi, Assa. Bi, bi, bi. Si. Di. Mi. Mio maman au titi, mio papa au sese. Mio maman au titi, mio papa au sese. Sese, Coco, Titi, Assa. Oh, dans ce monde dit moderne, ne pas savoir lire écrit conduit à l'ostracisme. J'ai vu ma mère souffrir des pisafres de l'illettrisme. Ce grand inconnu, la 3 ans, l'humiliant, parce qu'elle voulait juste savoir le numéro d'un bus. En sus de ses labeurs au quotidien, ne pas savoir lire écrit était pour maman une peine de plus. Mais à chaque fois que la vie lui posait un problème, maman avait le chic de savoir rire d'elle-même. Ménagère et vendeuse au marché, maman se levait très tôt pour ne pas que nous, ses enfants, nous manquions d'un seul stylo. Fini ses battues journalières, se couchait très tard. Mais prenait soin bien avant de savoir que nous avions fait tous nos devoirs. Des lettres, des chiffres, maman ne savait rien à rien. Mais elle avait pris le pari avec la vie que demain, ses enfants ne seront pas des vauriens. Alors elle investit son âme, son esprit, son corps. À défaut de nous offrir un confort insolent, maman nous embrassait d'un réconfort aimant. Et là, je pèse bien mes larmes pour vous le dire. Très tôt, maman avait compris que l'école était de loin le meilleur cadeau qu'il fallait nous offrir. Même si très souvent, il fallait attendre 14 heures pour avoir l'unique repas du jour. Maman le cuisinait avec honneur, tout en y ajoutant une bonne dose d'épices d'amour. De son état d'illettré, maman n'a jamais été haineuse. Bien au contraire, voir grandir ses enfants, savoir lire écrire, elle en était bien heureuse. Toute sa vie durant, elle a sué humiliation, soumission, frustration. Cependant, à chaque jour d'école, maman nous accompagnait de ses bénédictions. Ne pas savoir lire écrire n'est peut-être pas une fatalité, mais je comprends mieux aujourd'hui les souffrances qu'endurait maman chaque journée. C'est Coco, Titi, Assa. Papa. Oh, papa. De ces mères revenus, nous pouvions nous garantir un héritage. Alors, il nous rassemblait, il disait, mes enfants, l'école est pour vous le meilleur des gages. Je garde encore dans mes yeux ces peines à la rentrée scolaire. Il achetait à compte-gouttes cahiers, livres, équerres. Et ça, vous imaginez bien évidemment à la librairie Pater. Chaque année, il fallait attendre janvier, février pour avoir nos effets scolaires en entier. Mais jamais un papa ne s'est résigné. Jamais un papa ne nous a abandonnés. Jamais un papa n'a démissionné. 3, voire 4 ans pour renouveler nos kakis. Alors papa nous rassemblait de nouveau, nous disait, mes petits, rien n'essaie d'envier, de jalouser ses amis. Car à la vérité, nul ne sait vraiment de quoi souffre le voisin. Chacun allant au rythme de son train. Et quand par quelques incompréhensions de la classe, nos enseignants nous vidaient, parce qu'un père ne pleure pas devant ses enfants, parce qu'un père ne pleure pas devant ses enfants, parce qu'un père ne pleure pas devant ses enfants. Calmement, posément, papa il soufflait. Et nous enseignons encore et toujours sa leçon préférée. Mes enfants, en toute épreuve, gardez toujours la dignité. En toute épreuve, gardez toujours la dignité. Ainsi, d'année en année, 40, mes frères, mes sœurs et moi, nous avons fait du chemin. Avec le concours de papa et de maman, tout au long de notre parcours, nous avons glané, par-ci, par-là, quelque part, chemin. C'est Coco, Titi, Assa. Ainsi, j'ai appris par mon père, j'ai compris par ma mère que l'école est pour nous autres, la seule passerelle que nous offre l'humanité afin de ne pas croupir au bas de l'échelle de la société. Ainsi, j'ai appris par mon père, j'ai compris par ma mère que l'école est pour nous autres, la seule passerelle que nous offre l'humanité afin de ne pas croupir au bas de l'échelle de la société. C'est Coco, Titi, Assa.